Costa et merci beaucoup de donner l'occasion dans le cycle de conférence de l'association de présenter ce sujet. En fait, moi je suis juriste, comme on vous l'a dit, elle est directrice de recherche à l'INSERM. Et j'anime une équipe qui s'intéresse aux droits de la santé et à la bioéthique. Et c'est exactement à ce sujet-là que je vais essayer de m'atteler ce soir, parce que le sujet loi et santé était quand même extrêmement vaste. J'ai fait des choix, et j'espère que ces choix vous satisferont. Donc, bien évidemment, j'espère que nous aurons une discussion après cette présentation. Alors, en tant que juriste, vous savez peut-être, nous aimons bien définir les termes de ce dont nous parlons. C'est toujours un départ de notre réflexion, c'est d'arriver à déterminer ce dont nous parlons et comment définir les termes de l'étude. Donc là, en premier lieu, la question c'est de dire qu'est-ce que c'est que la santé? Alors, on n'a pas véritablement de définition juridique au sens strict du terme de la santé, et la santé est bien évidemment avant tout un état. Il faut se retourner vers l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans le cadre de sa charte constitutive, qui a été adoptée en 1996, a défini ainsi la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et cette définition, vous pouvez le voir, elle ne correspond pas uniquement à la personne qui est non malade. C'est une définition qui est un peu plus holistique, un peu plus globale, et qui comporte bien évidemment d'autres paramètres que l'absence de maladie. Alors, c'est un domaine, je dirais, la santé, qui a pris une part très croissante dans nos préoccupations contemporaines. Et depuis Voltaire, qui nous a dit « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé », on comprend bien que sur le chemin du bonheur, eh bien, la santé peut jouer un rôle, et je dirais, joue un rôle de plus en plus prépondérant. On va attendre le cas de mon ça fait un peu de Ah, mais c'est pas combien de manches. Ah, mettre sur l'écran, quand même. Mettre sur l'écran. C'est bon? C'est bon. Allez, très bien. On continue. Une fois qu'on a défini la santé, on va définir bien évidemment ce que sont les lois. Alors, ça peut paraître extrêmement commun d'utiliser le terme de loi, mais ça a une définition bien précise. Tout d'abord, la loi, il faut bien comprendre que c'est l'expression de la volonté du peuple. Pourquoi? Parce que la loi est votée par le Parlement, par les deux chambres, et qu'elle est donc légitime à encadrer nos activités de la vie quotidienne. C'est la principale source de ce qu'on appelle le droit écrit. Donc, dans le droit, il y a des sources écrites, des sources non écrites, et la principale source du droit écrit est la loi. C'est bien évidemment le pivot d'une société démocratique, c'est-à-dire qu'une société qui vit sans loi ou avec des lois qui ne sont pas votées démocratiquement, en tout cas, ne remplit pas son rôle véritablement de participation, je dirais, à l'évolution d'une société dans un contexte démocratique. Et puis, la grande particularité de la loi, c'est d'être sanctionnée par la puissance publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes tous censés, ici, respecter la loi. Alors, on y fait tous, bien sûr, quelques accros. On est d'accord que nous ne sommes pas systématiquement dans la loi, mais on ne peut pas dire que, par exemple, on ne connaît pas la loi pour s'en exempter. Il est clair que nous sommes tous soumis au droit et que si nous ne respectons pas le droit, eh bien, nous pourrions être éventuellement sanctionnés. Alors, la loi, ce n'est pas l'éthique. La loi et l'éthique, ce sont deux notions, finalement, qui entretiennent des liens très étroits dans le domaine de la santé, mais qui ne se superposent pas. En fait, la loi, une fois qu'elle est promulguée, elle est obligatoire. Alors, quand on parle d'éthique, on parle de valeurs qui sont négociées dans différents cercles, qui peuvent être les cercles d'éthique, les cercles publicitaires, les cercles professionnels. Et on n'est pas du tout, en fait, sur le même niveau de règles et le même niveau de sanctions, bien évidemment. En revanche, dans le droit de la santé, ce qui n'est pas une difficulté, c'est à mon sens, c'est une vraie richesse, c'est que l'éthique et le droit forment un tout.
et s'auto-nourrissent, je dirais, pour faire évoluer la loi, pour la faire coller aux mentalités de la société. Et donc, ce sont quand même des notions qu'il est parfois très difficile de distinguer, mais qui, voilà, ne sont pas quand même de même nature. Donc, il fallait quand même le préciser ici. Alors, la loi se situe en fait parmi ce qu'on appelle la pyramide des normes, que j'ai essayé de représenter ici, qui part du principe, alors ça c'est clairement inscrit dans notre Constitution, vous voyez, donc les lois sont en gros OIE, et ces lois, elles ont des actes qui sont infra-législatifs, donc c'est tout ce qui concerne les règlements, les décrets, les arrêtés, donc tout un tas d'autres normes qui doivent respecter la loi, comme vous le voyez ici. Et puis, ces lois, elles doivent elles-mêmes respecter les conventions internationales et les traités internationaux, et elles doivent également respecter ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la Constitution française, qui est la Constitution de 1958, à laquelle a été adossé d'autres textes qui forment, donc ça c'est ce qui forme en fait l'ordre juridique en France. Et vous voyez, donc la loi respecte l'ensemble des normes qui lui sont supérieures, et la loi doit être respectée également par les normes qui lui sont inférieures. Donc tout ça, c'est assez important pour comprendre comment situer le droit dans notre environnement, je dirais, de manière très large. Alors maintenant, si on essaye de mettre les deux ensemble, les lois et la santé, eh bien, elles n'ont pas une association tout à fait naturelle, parce que la santé, normalement, ça se relève du corps médical, de la relation médecin-patient, de la connaissance scientifique, de la connaissance médicale. Et le droit, c'est plutôt ce qui concerne les citoyens, leurs relations avec l'État, leurs relations avec leur environnement et leur environnement social en particulier. Et donc, c'est ce que a voulu faire, finalement, le droit de la santé, et on va y revenir, c'est-à-dire essayer de voir comment on pouvait articuler justement ces deux niveaux qui, de manière, comme je le disais, ne sont pas associés de manière très naturelle, et bien finalement, comment ça s'articule le droit et la santé. Alors, il y a deux façons d'envisager cette question. La première façon, c'est de parler de droit à la santé. Alors, cette notion de droit à la santé, c'est une notion qui découle très clairement de la définition que j'ai donnée tout à l'heure de l'OMS de la santé, et qui finalement a comme objectif cette notion de droit à, ce sont ce qu'on appelle les droits à créance, ça met en fait des obligations à la charge des États. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe dans le domaine plus précisément du droit de la santé, donc comment les droits créances s'inscrivent dans des droits A au regard de l'État, ça s'inscrit très naturellement dans une disposition de la Constitution, notamment qui est issue du préambule de la Constitution de 1946, qui est intégrée au fameux bloc de constitutionnalité que je vous présentais juste avant, qui nous dit « La nation garantit à tous », alors c'est une formulation de 1946, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Et donc, ça, de ce texte découle toute une série en fait d'obligations à la charge de l'État en matière de prévention de la santé, de promotion de la santé, etc. Donc ça, c'est une première façon d'envisager les liens entre le droit et la santé à travers ces fameux droits créances. La deuxième façon, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du droit de la santé, c'est-à-dire les dispositifs juridiques qui sont mis en place afin de décliner un certain nombre de droits et de garantir un certain nombre de droits au regard de la notion même de santé. Alors vous avez ici, je suis désolée, je ne suis pas pointeur, vous avez ici donc par exemple un ouvrage qui s'appelle Le droit de la santé, donc qui est un livre assez imposant et qui nous explique quelles sont toutes les règles juridiques qui peuvent être adossées à ce qu'on appelle le droit de la santé. Et puis on a une définition qui vient d'un professeur de droit, qui est un professeur très connu en fait dans le domaine du droit de la santé, qui nous explique que le droit de la santé comprend d'une part la réglementation des actions concernant l'objectif de santé, interdiction, incitation, police administrative de la santé, d'autre part l'organisation des services publics et des professions intervenant en matière de santé, DAS, hôpitaux publics, professions, et enfin, les relations entre individus relatives à la santé, exemple type, le contrat médical,
Je regardais sur cette notion qui n'existe plus. Hein. Et ces suites, telles que la responsabilité médicale, ainsi qu'une partie du droit de l'urbanisme, hygiène publique et de l'environnement. Alors vous comprenez bien que quand on dit cette définition, qu'il y a une vocation administrative, une vocation médicale, une vocation droit des patients, la question est impossible pour moi de vous traiter de l'intégralité de ce domaine ce soir. Donc j'ai fait des choix, et j'espère qu'il n'y a pas de... Donc finalement, le droit de la santé est inclus dans un code qui est spécialisé, qui est le code de la santé publique, et c'est à l'intérieur de ce code que se trouvent en fait toutes les dispositions qui concernent et l'administration de la santé et des droits et devoirs des personnes, mais également tout ce qui concerne le médicament, etc. Alors, qu'est-ce que je vous ai choisi comme morceau concernant le droit de la santé, puisque c'est de ça dont je vous parle ce soir? Eh bien, j'ai choisi deux choses et je vais expliquer les raisons de mon choix. J'ai choisi de parler d'abord du droit médical, au sens strict du terme, et j'ai également choisi de vous parler du droit de la bioéthique. Et pourquoi je voulais faire ce lien? C'est parce que le droit médical est clairement celui qui correspond, je dirais, au droit le plus traditionnel en matière de droit de la santé, et qui est un droit qui a été construit bien avant, en fait, les lois actuelles, à travers la jurisprudence, qui a fait l'objet, en fait, de très nombreuses décisions de jurisprudence, et qui, en fait, campe, je dirais, ces aspects très traditionnels du droit de la santé. Et je voulais mettre en regard un droit qui est peut-être plus récent, qu'on estime d'ailleurs pas être un droit complètement autonome, c'est-à-dire que ce n'est pas un droit qui se distingue complètement du droit de la santé, qui est le droit de la bioéthique, et qui se distingue en fait du droit médical par sa particularité d'être plus contemporaine, et puis surtout d'être adossé à l'essor, je dirais, des nouvelles technologies. Et donc c'est un petit peu ce mouvement que je voudrais retracer avec vous, en sachant que bien évidemment, les principes communs qui encadrent quand même ces deux branches du droit de la santé, c'est clairement de protéger, et notamment de protéger les individus, ceux qui sont considérés comme les plus faibles, et puis également de garantir la sécurité. Alors, on va commencer avec le droit médical, qui, vous l'aurez compris, donc est une sous-branche du droit de la santé qui va organiser en fait les rapports entre les patients, mais pas que les patients, également leurs familles, et les professionnels de santé. Professionnels de santé, ça comporte les médecins, mais pas que, c'est-à-dire tous ceux qui vont contribuer à la prise en charge d'un patient, et qui peuvent être des pharmaciens, qui peuvent être des infirmières, des aides-soignantes, des kinésithérapeutes, voilà. Donc tout cet ordre-là de professionnels que l'on peut englober sous le terme de professionnels de santé. Ce qui a été majeur dans le domaine du droit médical et des droits des patients en particulier, c'est qu'ils ont fait l'objet d'une codification qui est finalement assez récente, puisqu'elle date de 2002, à travers la loi qu'on appelle loi Kouchner, qui est donc la loi qui a codifié l'ensemble des droits des patients, mais cette loi, bien évidemment, a évolué et a été plusieurs fois révisée depuis. Alors, tout cela et tout cet aspect de codification intervient aussi dans un contexte qui est un peu particulier, parce qu'aujourd'hui, la médecine est très empreinte de techniques. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de technique auparavant, il y en avait bien évidemment, mais je dirais que la place qu'a pris ces dernières années la technique dans l'exercice médical stricto sensu est une place qui est grandissante et dont je peux parier qu'elle sera encore plus grandissante avec tout ce qu'on nous annonce autour de la santé, de l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a eu quand même une avancée très très marquée de ces techniques dans le contexte de la médecine. Donc le corollaire de ce mouvement de technicisation, je voulais, de la médecine, c'est qu'il fallait bien évidemment aussi assurer le niveau de sécurité qui allait avec. Parce que plus on a de la technique, finalement, plus on crée du risque. Alors on a souvent l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus c'est technique, plus c'est performant. Alors, des fois c'est tout à fait vrai, hein, je ne suis pas une anti-technique, bien évidemment, mais il faut bien prendre conscience que plus on développe les techniques, plus, mine de rien, on a besoin aussi de développer la sécurité qui va avec. Et puis, le deuxième mouvement qu'on a pu observer de manière assez récente, c'est qu'on est complètement sorti en fait de ce qu'on appelait le paternalisme médical. C'est-à-dire que pendant des années,
Ce qui était important, c'était de participer à la décision du médecin, mais cette décision n'est même pas discutée, ni même discutable. Et je dirais, oui, depuis l'avènement en fait aussi de la technologie, des moyens de communication, on se rend bien compte que les patients veulent de plus en plus participer à la décision médicale qui les concerne. Et donc, on est complètement sorti en fait de cette relation qui était purement celle du colloque singulier. Bien évidemment, ce colloque singulier perdure, il continue à exister, mais on est maintenant bien au-delà de ce seul colloque singulier, puisque les nouvelles technologies de l'information et de la communication notamment nous permettent à nous, je me mets bien évidemment dans le lot, d'avoir accès à tout un tas d'informations médicales auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Alors je ne sais pas si dans cette salle beaucoup on se réflexe, mais quand on a quelque chose un peu bizarre ou inédit qu'on nous annonce comme diagnostic ou comme possible pathologie, eh bien on va tous aller regarder sur Internet de quoi il s'agit. Donc il y a vraiment une différence aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies de l'information se sont invitées dans le colloque singulier. Deuxième particularité, donc, qui concerne justement ces impacts en fait, de la société et les liens entre la médecine et la société, c'est que maintenant, le contrat médical n'existe plus. Alors pendant des années, on nous a expliqué, et nous avons expliqué à nos étudiants, que se formait entre le patient et son médecin un contrat médical. Et ce contrat avait certaines caractéristiques bien particulières, très décrites d'ailleurs par les juges. Aujourd'hui, en fait, la notion de contrat médical n'existe plus, et aujourd'hui, on est dans une relation qui est une relation légale avec le professionnel de santé, qui relève justement donc, du code de la santé publique. Donc on voit bien qu'on a passé un cap aussi dans l'administration, je dirais, de la relation du colloque singulier. Deuxième phénomène, c'est qu'au-delà même de cet accès aux nouvelles technologies, il y a une vraie revendication sociale de participer à la décision et de comprendre ce qui nous arrive. Avant, on était un peu passif dans cette relation paternaliste. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une revendication, et dans une revendication qui, là aussi, à mon avis, ne va faire que grandir dans les années à venir. Et alors finalement, donc, ce fameux droit de la santé, ces fameux droits des patients, qui ont toujours pour objectif de rééquilibrer cette relation médicale que l'on considère quand même malgré tout un peu inégalitaire, c'est-à-dire qu'on a un sachant et un néophyte. Et donc on voit bien qu'il y a toujours une partie qui est un peu plus forte et l'autre qui est un petit peu plus faible. Et ce qu'a voulu faire le droit initialement dans l'organisation de ce rapport-là, c'était clairement de redonner du pouvoir, mais non pas seulement du pouvoir de décision, mais aussi du pouvoir en termes de protection aux personnes qui étaient considérées comme étant les plus faibles dans cette relation, c'est-à-dire les patients. Donc on va voir un premier point qui concerne les aspects généraux des droits des patients. Mais là, je vais vous brosser en fait largement les grands droits des patients qui aujourd'hui sont les nôtres. Les droits des patients, je vais commencer par ça, bien évidemment répondent aux objectifs qui sont fixés par la loi. Donc bien sûr, c'est la première référence qui va me conduire et qui va servir, je dirais, de référence justement concernant les droits des patients. Mais la loi n'est pas la seule norme qui s'intéresse aux droits des patients. Et je vous ai listé ici toutes les autres normes dans lesquelles on peut trouver aussi des éléments qui sont relatifs aux droits des patients. Ce sont d'une part la déontologie, on va retrouver au sein du code de déontologie le décret professionnel. Ce sont les chartes, notamment la charte de la personne hospitalisée, dont vous avez ici un exemple. Et puis, bien évidemment, il y a quand même l'éthique du soin, qui vient aussi un petit peu, je dirais, nourrir toute cette réflexion autour du droit. Donc le droit n'est pas seul. Quand on parle des droits des patients, on n'a pas que la loi comme référence, même si c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que les droits des patients, on peut les trouver dans tout un tas d'autres contextes, d'autres normes. Alors, ce qu'a fait la loi Kouchner, c'était tout d'abord de créer ces fameux droits de créance, c'est-à-dire d'essayer de donner un certain nombre de pistes à l'État pour lui permettre d'organiser au mieux
et le colloque singulier et l'administration des soins. Et puis vous le voyez, donc c'est une liste, je ne vais pas rentrer en détail dans cette liste, c'est une liste de droits qui sont considérés comme des droits fondamentaux auxquels nous pouvons tous prétendre. Donc, quand on nous dit qu'on a le droit à la protection de la santé, au respect de sa dignité, qu'il ne doit pas y avoir une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, etc., etc., ce sont des droits de créance que nous pourrions éventuellement revendiquer si nous n'y avions pas accès. Le seul dont je voudrais vous parler ici un tout petit peu, c'est la notion de dignité humaine. C'est extrêmement central dans la notion de protection des droits des patients et dans leur affirmation. Cette notion de dignité humaine, excusez-moi, c'est une notion qui existe depuis longtemps, qui n'existe pas uniquement dans le domaine de la santé, bien évidemment, qui existe de manière générique au niveau de principes constitutionnels. Et c'est ce que l'on appelle un droit matriciel, c'est-à-dire c'est un droit qui est un peu flexible, dont on a quand même beaucoup de mal à déterminer les contours, et je dirais tant mieux, parce que dans un domaine comme celui de la santé, qui est un domaine très évolutif, heureusement qu'on a des notions comme ça qui sont un peu souples. Et donc, ça permet de nourrir, si vous voulez, des droits qui sont un peu plus appliqués, tels que celui de la volonté de la personne, de l'intégrité du corps, etc. Donc, ce droit, il a été garanti dans une décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel en 1994, et notamment dans le domaine de la bioéthique. Donc, ça montre bien qu'on a appliqué, on applique aujourd'hui, ce principe de dignité dans le domaine de la santé et notamment dans le domaine de la bioéthique. Alors, il y a 4 grands domaines qui concernent les droits des patients: le dossier médical, l'information et le consentement, le secret professionnel et enfin la fin de vie. Alors, pour des raisons de temps, je ne parlerai pas de la fin de vie. Et par contre, si vous voulez qu'on ait une discussion après, bien évidemment, nous pourrons le faire. Mais on va parler en fait des 3 premiers points. Ces 3 premiers points ont quand même connu une très grande évolution à partir de la loi de 2002. Premièrement, donc, concernant l'accès aux informations médicales qui sont contenues dans le dossier médical, la règle est dorénavant extrêmement claire. Avant la loi de 2002, en fait, on ne pouvait pas avoir accès directement à ces informations concernant sa santé. Il fallait toujours passer par son médecin généraliste ou par un autre professionnel de santé. En 2002, ce principe a été renversé, puisque maintenant, dans le Code de la sécurité, on nous explique que toute personne a accès à l'ensemble des informations qui concernent sa santé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les informations qui sont formalisées dans le dossier médical et qui peuvent être communiquées. Mais par contre, il y a des éléments qui ne peuvent pas être communiqués. C'est-à-dire que si dans le dossier médical, il y a des pièces qui concernent des tiers, elles ne peuvent pas être communiquées aux patients. Ou s'il y a des tiers qui, justement, il y a des informations qui ont été recueillies auprès des tiers, et bien ces dernières ne peuvent pas non plus être fournies aux patients. Et je dirais, exception faite de ces 2 cas de figure, eh bien, toutes les informations qui nous concernent sont dorénavant accessibles. Alors, selon des modalités bien définies, on sait à qui il faut s'adresser, on sait que ça peut nous coûter de l'argent si on nous fait une photographie dans le dossier médical. Il y a des règles il y a des délais qui sont légalement inscrits dans le Code de la santé publique pour que cette communication soit réalisée. C'est la procédure est extrêmement dense. Alors, en fait, on peut y avoir accès directement. Donc ça, c'est la boîte ici, en demandant auprès du service dans lequel on a été, par exemple, hospitalisé, eh bien, on peut demander à avoir accès à son dossier médical directement, moyennant le fait qu'on puisse attester de son identité. Bien évidemment, il faut quand même qu'on puisse prouver que c'est de nous dont il s'agit. Il y a des dispositions aussi qui concernent plus précisément la communication d'informations médicales à propos des mineurs, des enfants, qui ne peuvent pas recevoir directement ces informations, et donc ce sont les ayants droit, les représentants légaux qui peuvent y avoir accès. Et c'est la même chose concernant les ayants droit, c'est-à-dire que quand une personne est décédée, les ayants droit, c'est-à-dire les personnes qui sont généralement les descendants, les ascendants, peuvent avoir accès à des informations de santé, mais dans des conditions de la personne décédée, mais dans des conditions là aussi extrêmement balisées, extrêmement précises, et selon une procédure qui est très clairement codifiée dans le Code de la santé publique. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Ce qui va se passer demain, c'est ça. C'est le dossier médical partagé, informatisé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait déployer de manière très large sur le territoire français, c'est-à-dire le fait qu'on puisse accéder à un dossier médical en ligne, moyennant votre consentement, hein, bien évidemment, là aussi avec une procédure bien spécifique, aussi le problème qui se pose en fait dans le déploiement de ce type d'outils, c'est d'en assurer et d'en garantir la sécurité et l'inviolabilité, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas n'importe qui puisse avoir accès à vos informations de santé. Vous l'aurez compris, je ne l'ai pas dit, mais les informations de santé sont des données extrêmement sensibles. Et donc, il est nécessaire que ces données recueillies dans le contexte et dans le cadre médical restent dans le cadre médical et ne soient pas accessibles par l'autre. Et que ça ne soit pas diffusé sur Internet. Alors, malheureusement, je ne vais pas mentionner ça ici, mais on a tous entendu parler de fuites, de dossiers qui se sont retrouvés sur Internet. Il y a eu plein d'affaires, en fait, hein, qui se sont révélées au grand public via la presse, où il y a eu j'ai le terme manqué, excusez-moi. Il y a eu en fait des ruptures de la confidentialité et où finalement, eh bien, des hackers, mais vraiment qui pouvaient faire ça pour faire une démonstration comme quoi ils étaient capables en fait de rentrer dans des systèmes très sécurisés, ont mis à la disposition de tous et tout à fait librement des dossiers médicaux en masse. Et ça, c'est le risque. C'est exactement ce qu'on veut essayer d'éviter en mettant en place ce dossier médical partagé. Voilà une technologie, par exemple, qui démontre clairement l'intérêt que ça peut avoir parce que dans un service d'urgence ou quand on est sur le plan géographique à un autre endroit que l'endroit où on est généralement suivi, c'est quand même très bien de pouvoir accéder à vos données, médicales en temps réel, sans être obligé de passer par une procédure qui est extrêmement lourde. Et donc c'est vrai que quelque part ça facilite la prise en charge et ça peut améliorer la prise en charge. Donc c'est vraiment un bénéfice. Mais par contre, le risque qui est associé, c'est vraiment le risque de cette absence de sécurité, et le risque que vos informations puissent finalement atterrir sur Internet sans que, bien évidemment, vous l'ayez souhaité. D'accord. Le deuxième grand principe, c'est celui de l'autonomie. L'autonomie, c'est clairement un principe qui est autant éthique, je dirais, que juridique. Et c'est un principe central pour permettre la qualité et la bonne qualité de la relation soignant-soigné. Et comment ça se manifeste, en fait, la question de l'autonomie? Ça se manifeste par une information et le recueil d'un consentement qu'on estime être un consentement éclairé. Ce sont des principes juridiques qui sont dorénavant inscrits dans la loi, donc depuis 2002, depuis la loi Kouchner, avec des caractéristiques bien particulières. Premièrement, l'information, elle doit être claire, loyale et appropriée. Claire, ça veut dire que tout le monde doit être capable de comprendre l'information médicale qui lui est donnée. Loyale, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vous mentir. Et appropriée, c'est-à-dire qu'il faut que ça s'adapte, que l'information médicale, que le médecin va livrer, doit s'adapter à votre niveau de compréhension. On n'a pas tous la même façon, mais ça n'a pas rien à voir avec l'éducation, l'intelligence, c'est aussi le ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est plus en capacité que d'autres de recevoir de l'information médicale. Donc tout ça participe du principe que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Donc on ne peut pas, par principe, vous cacher des informations concernant votre santé, votre propre santé. Alors c'est clairement, on va voir, il y a quelques exceptions, bien sûr. C'est un préalable, bien évidemment, au recueil du consentement, c'est-à-dire qu'avant de recueillir votre consentement, il faut que vous ayez reçu cette information. Et généralement, donc, le consentement doit être donné de manière orale. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, parce que de plus en plus, alors je ne sais pas si ça a changé maintenant, et de plus en plus, on faisait signer dès qu'on arrivait dans une clinique à la maison d'hôpital. On se retrouvait avec une liasse de formulaires à signer, et les consentements écrits. Bon, il faut savoir que, sauf quand la loi le précise, et sauf quand la loi l'exige, le consentement écrit n'est pas obligatoire. Dans le domaine de la santé, quand on va chez notre généraliste, on ne cite pas à chaque fois le consentement, heureusement. Alors, le corollaire, en fait, de cette information, c'est que
On a par contre, c'est vraiment une manifestation de notre autonomie, on a le droit de refuser d'être informé. C'est-à-dire que pour les gens, il y a des gens qui ne veulent pas savoir et qui disent à leur médecin, mais écoutez, faites comme vous feriez pour vos enfants. Ou faites comme vous feriez pour un membre de votre famille. Et on a le droit à dire ça. Donc c'est-à-dire que la limite de cette obligation de nous informer, c'est notre propre volonté. On a le droit de refuser cette information. Alors, il y a une petite exception, c'est sauf quand il y a un tiers qui est exposé à un risque de transmission, c'est-à-dire pour les maladies infectieuses. Dans ces cas-là, vous ne pouvez pas refuser d'être informé. On doit vous délivrer cette information parce que vous risquez de contaminer un partenaire ou votre entourage. Alors, je vous le disais, pas un principe absolu d'information, c'est que de temps en temps, c'est pas possible de nous informer. Alors, ça aussi, c'est listé de manière stricte dans la loi, des cas dans lesquels il y a une dérogation à cette obligation d'information. D'abord, l'impossibilité. Dans l'impossibilité, ça va souvent avec l'urgence, c'est-à-dire les moments où on n'est pas en capacité de vous délivrer l'information parce qu'on est juste en train d'essayer de vous sauver la vie ou que vous-même n'êtes pas en état de recevoir une information parce que vous êtes, par exemple, inconscient. Donc, dans un cas comme ça, bien évidemment, cette information ne sera pas délivrée, mais elle devra être délivrée, on devra vous expliquer ce qu'on vous a fait après, quand vous serez en mesure d'entendre ce qui a été fait. Vous devez donc refuser, on l'a vu. Et puis parfois, le médecin peut réserver cette information. Notamment dans les cas de diagnostic ou pronostic grave, le médecin peut décider, en raison de votre état de fragilité psychologique, ou ce n'est pas le bon moment, il peut différer cette information, ou il peut décider de la donner à des proches. Jusqu'au moment où il pensera que c'est le bon moment de vous la donner à vous. Donc il y a aussi quand même une part dans ce devoir d'information d'évaluation par les professionnels de santé. Donc vous voyez, il y a le droit, mais il y a aussi la pratique médicale. On se réfère au professionnel de santé, qui est celui quand même qui vous connaît le mieux, et qui va donc évaluer s'il est dans le cadre des principes généraux, dans aucune de ces dimensions. Donc le corollaire de l'information, c'est le consentement, je l'ai dit tout à l'heure. Et là, le Code de la santé publique nous dit les choses très clairement. On ne peut pas dire plus clairement. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc le consentement, il doit être donné par une personne qui est majeure et capable. Si jamais il s'agit d'un enfant, eh bien, ce seront ses représentants légaux qui donneront une autorisation à la place de l'enfant. Ils ne pourront pas juridiquement consentir à la place de l'enfant, mais ils vont pouvoir délivrer une autorisation. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ou les incapables majeurs, les gens qui sont considérés comme n'étant pas en capacité de délivrer ce consentement, ont toujours la possibilité de refuser. Ça aussi, c'est un progrès de la notion d'autonomie dans le contexte des droits des patients, puisqu'on ne peut jamais passer outre leur refus. Donc un enfant qui dirait « mais moi je ne veux pas ce traitement », un enfant qui a une certaine capacité de discernement. Cette capacité de discernement, en France, on ne dit pas c'est à 10 ans, à 12 ans ou à 14 ans. On dit là aussi, c'est le médecin qui décide. Quand est-ce qu'un enfant a une capacité de discernement? Eh bien, il est obligé de tenir compte de la vie de l'enfant. Donc, comme je le disais précédemment, le consentement est généralement oral et il doit être libre et éclairé. Dernier domaine dans le domaine du droit de la santé, c'est le secret professionnel. Alors, le secret professionnel, c'est clairement un principe de protection que la relation médecin-patient. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est à dire ce qui se passe dans le cadre du colloque singulier, eh bien, ça ne concerne que le patient et son médecin. Et quand je dis ça, ça veut dire que le médecin n'a pas à donner d'informations à d'autres membres de votre famille. Admettons un généraliste qui soigne toute une famille. Eh bien, normalement, tout ce qui va se passer entre un membre de la famille et ce médecin va rester entre ce membre de la famille et le médecin et ne sera pas divulgué et ne devra pas être divulgué aux autres membres de la famille. Et clairement, ça a une racine très ancienne. On trouve dans le serment d'Hippocrate. Je garde l'ancienne pour vous. Voilà. Et donc, le serment d'Hippocrate, une partie du serment d'Hippocrate nous disait « Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés,
Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secret médical, c'est au-delà de simplement les informations médicales qui pourraient être recueillies dans le contexte d'un cabinet. C'est tout ce qu'un médecin peut deviner, apprendre ou être tenu informé à l'extérieur de son cabinet, à l'occasion de ses visites. Donc c'est tout ça. L'étendue en fait du secret médical, c'est une étendue qui est très large. Et pour vous dire à quel point c'est un principe qui est fort, c'est que le secret médical est sanctionné pénalement. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé, un médecin en particulier, qui violerait le secret professionnel et le secret médical en particulier, pourrait être tenu responsable d'une infraction pénale. Et d'ailleurs, il y a déjà des médecins qui ont été très largement condamnés sur ce fondement. Alors, ce secret n'est pas complètement absolu. Vous comprendrez bien que de temps en temps, les informations doivent être partagées pour le bénéfice du patient, pour sa prise en charge. Parce que, bien évidemment, un médecin peut prendre une décision tout seul, mais parfois, il y a certaines pathologies ou certaines spécialités qui vont devoir communiquer avec le médecin généraliste, qui vont devoir communiquer avec d'autres professionnels de santé. Donc, ce caractère complètement absolu et général du secret professionnel, finalement, ça peut avoir des limites et qui peuvent être délétères pour la prise en charge du patient. Donc, le Code de la santé publique a organisé le secret dit partagé. Donc, il y a tout un tas de règles dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, mais il faut savoir qu'on vient d'adopter une ordonnance au mois de janvier 2018 qui a étendu en fait le spectre des personnes qui pouvaient partager ce secret, notamment dans le domaine social. Et ça, c'était extrêmement important parce qu'on a pendant très longtemps cloisonné le domaine médical et le domaine social. Et donc, il ne pouvait pas y avoir d'échange d'informations entre ces deux secteurs, ce qui pouvait être extrêmement compliqué pour la mise en charge, je dirais, par exemple, d'enfants handicapés, généralement la plus grosse difficulté, ou d'enfants en difficulté. Donc ça, on voit qu'on a réussi à mettre un bémol à ce problème grâce à l'ordonnance de 2018. Et donc tout ça, eh bien, ça sert à quoi? Ça sert à entretenir et à préserver la confiance entre un professionnel de santé, des professionnels de santé et des patients. Alors tout ça, ça ne reste pas lettre morte. C'est-à-dire que toutes ces règles, eh bien, elles s'inscrivent dans un dispositif qui est celui de la responsabilité médicale. Et ici, donc, je vous ai mis quelques données qui ont été publiées par la Direction des affaires juridiques des hôpitaux de Paris en 2016. Donc, ce sont des données de 2016, et ça a été publié l'année dernière, et qui nous montrent un petit peu quelles sont les différentes modalités dans lesquelles on a mis en œuvre l'ensemble de ces dispositifs. Et vous le voyez, donc, là, ce sont les différentes procédures. Et ce que je voudrais juste que vous remarquiez, c'est que finalement, plus de la majorité, c'est-à-dire 53%, je là, très bien, 53% des procédures sont réglées à l'amiable avec les établissements de soins, notamment avec la PHP. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours sur des procédures contentieuses qui vont jusqu'au tribunal. La plupart du temps, ces affaires se règlent grâce aux assurances. Et cette procédure amiable, elle est souvent favorisée, je dirais, par des établissements pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils n'aiment pas trop avoir de publicité avec des décisions judiciaires qui peuvent ternir leur image. Je vous ai mis aussi quelques petits exemples ici, qui sont plutôt de l'ordre de la responsabilité pénale, qui nous expliquent quels peuvent être, juste pour en prendre un exemple, quels peuvent être des exemples de décisions de justice. Alors, je vais prendre celle du milieu. Le fait pour un médecin gynécologue accoucheur de s'être non seulement abstenu de pratiquer une césarienne, mais encore d'avoir eu recours à l'usage d'une ventouse obstétricale pendant une durée excessive, ce choix étant la cause d'une souffrance fœtale aiguë qui a engendré le décès de l'enfant, eh bien, le médecin est condamné pour faute. La négligence. Les juges qui, pour déclarer un chirurgien coupable d'homicide involontaire, c'est juste pour vous montrer que ça s'ancre dans une réalité. Voilà, c'est pas juste des mots, de droit.
Donc, les juges, pour déclarer un chirurgien coupable d'homicide involontaire, retiennent à sa charge comme faute essentielle et déterminante ayant directement entraîné le décès et la décision d'intervention et la conduite d'ensemble du processus opératoire, sans qu'ait été suffisamment examiné et pris en compte, à l'occasion d'une opération de chirurgie esthétique, le risque avéré de thrombose présenté par la victime en raison de son âge. Le médecin est condamné pour une faute de négligence. Donc, vous le voyez, il y a quand même une véritable augmentation du contentieux dans le domaine de la santé et dans le domaine du droit médical, avec le bémol que la majorité en fait, de ces cas seraient malgré tout à l'amiable. Alors, j'en ai fini avec cette première partie concernant le droit médical. Je vais maintenant vous présenter un peu plus rapidement les enjeux un peu plus contemporains que soulève ce que j'ai appelé le droit de la bioéthique. Et cette question en fait de la bioéthique s'insère très clairement en fait dans les liens entre la technologie, les nouvelles technologies et la santé. Alors, non, mais c'est pas du tout dans le bon ordre. Vous savez quoi, je vais essayer de mettre tout dans le bon ordre. Voilà. Désolée. Alors en fait, en France, comment on pourrait un peu dater, si vous voulez, qu'est-ce qui a motivé qu'on ait un nouveau cadre juridique pour ce qu'on appelle la bioéthique, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne la biomédecine et les progrès techniques de la médecine. C'est le premier bébé éprouvette. Premier bébé éprouvette qui est né donc en Angleterre, fin des années 70, et qui donc a créé beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir chez les femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants, bien évidemment, mais beaucoup d'émotions sur le fait qu'on était en capacité sur le plan médical de créer la vie en dehors du corps des femmes. Et ça a eu aussi comme... Enfin, c'était le résultat qui a été formalisé autour de ça, c'était de dire, eh bien, aujourd'hui, on est capable de dissocier la procréation de la sexualité. Et donc, on n'est plus complètement dans le contexte du privé, ce qui se passe dans un couple, entre un homme et une femme. On est aussi avec un tiers qui maintenant va pouvoir faire la vie, qui est le biologiste, le médecin, le professionnel de santé. Et ça a un peu réorganisé, je dirais, les relations, cette fameuse relation du pologue singulier, eh bien, ça a été réorganisé avec un troisième larme, qui donc était et la technologie. Alors, nous, on était dans Brest, puisque nous aussi, on a eu notre premier bébé éprouvette qui a été... on a réalisé, je dirais, le premier bébé éprouvette en France dans l'équipe du professeur Friedman. Et donc, c'est venu quand même beaucoup interroger cette question de est-ce qu'il faut qu'on réglemente cette pratique qui finalement ne correspondait à rien de ce qu'on connaissait dans le droit médical jusque-là. Est-ce que ça pose des questions juridiques suffisamment saillantes pour que les législateurs se saisissent de cette problématique? Parce que finalement, ça aurait pu rester complètement dans le champ médical et la loi n'aurait pu ne rien en dire. Alors, on est d'accord que c'est pas parce qu'à chaque fois qu'il y a un progrès de la science qu'on fait une loi. On peut faire des lois en France. Mais il fallait qu'on trouve une justification. Et dans ce contexte-là, la première des justifications, c'était toute la problématique de la filiation. Parce que si on pouvait faire un bébé en dehors du corps des femmes avec les gamètes des deux membres du couple, on pouvait aussi le faire tout aussi facilement, en tout cas dans ces années-là, concernant les messieurs, on pouvait le faire avec un tiers d'honneur. Et donc finalement, ça venait vraiment interroger la problématique de la filiation. Donc on s'est dit, et puis peut-être que cette technologie, elle doit être réservée à certaines catégories. Peut-être qu'il n'est pas question, et c'est le droit actuel, que tout le monde puisse revendiquer d'aller avoir recours à une fécondation in vitro juste parce qu'ils n'ont pas le temps de faire des bébés ou qu'ils n'ont pas la capacité de faire des bébés en temps et en heure, etc. Donc on voulait réserver ça véritablement aux aspects médicaux et c'est la raison pour laquelle on a adopté les lois dites de bioéthique. Et ces lois de bioéthique, elles ont été adoptées pour la première fois en 1994, puis elles ont été révisées. Alors, elles avaient déjà inscrit en fait dans leur principe même d'adoption. En 1994, on avait décidé qu'on les réviserait 5 ans après. On ne s'est pas trouvé possible de faire le compte, on n'est pas arrivé aux 5 ans, on est arrivé aux 10. Et donc, elles ont été révisées une première fois en 2004, une deuxième fois en 2008, et elles sont actuellement en cours de révision.
Et donc, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et donc, si on pouvait essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est fait autour de ces lois de bioéthique, au regard en fait de cette évolution de ces lois, je dirais qu'en 1994, on a codifié. C'est-à-dire, on a pris toutes les décisions de jurisprudence qui avaient été rendues auparavant, dans le domaine de la transplantation d'organes, par exemple. On a créé les nouvelles règles concernant l'aide médicale à la procréation. Donc, on a soit dépoussiéré des vieilles règles, soit créé de nouvelles règles pour répondre aux nouvelles technologies. Donc, ça a vraiment été l'ère de la codification. En 2004, on a eu, à mon sens, un problème, c'est qu'on a voulu rentrer dans tous les détails techniques, on a voulu réglementer tous les détails techniques de ces nouvelles technologies. Donc, encore une fois, la génétique, l'aide médicale à la procréation, le don d'organes. Et on s'est un peu trompé parce qu'une grande partie des dispositions de la loi, du fait de l'absence de décret d'application, ne sont pas rentrées en vigueur. Donc cette technicisation, elle a eu des limites très rapides qui ont été liées en fait à la non-application de la loi. Et puis en 2011, on est revenu à une loi de bioéthique qui était un peu plus raisonnable, qui était plus de l'ordre des principes. Pour 2018, je n'ai pas encore trouvé de terme parce que nous n'avons pas fini en fait le processus de révision. Et donc je rajouterai une petite ligne de probablement 2019 pour essayer de qualifier cette révision. Sur ce travail législatif, je voudrais vraiment juste vous dire une petite chose, c'est qu'au-delà même de la technique juridique qui a été employée pour la mise en cohérence des textes, etc., on a surtout inscrit dans la loi des choix de société et des choix moraux. Et ça, c'est pas tout à fait ce qu'on a dans la loi sur les droits des patients. Dans la loi sur les droits des patients, même s'il y a une grande évolution, notamment autour de l'autonomie, une percée de l'autonomie dans ces droits, je dirais que là, c'est que ça allait encore un petit peu plus loin sur les liens entre médecine et société, parce qu'il fallait qu'on prenne des décisions. Et la première des décisions qu'on a prises, en 1994, c'était surtout autour de l'embryon. Vous voyez, c'était quand même très cristallisé autour de la procréation. Et en 1994, on a dit, eh bien, la recherche sur l'embryon est interdite. Et pourquoi on a dit ça? Parce qu'on ne savait pas véritablement ce qu'on était en capacité de faire, à quoi ça allait véritablement servir. Et donc, on s'est dit, on va attendre de voir un petit peu comment tout ça progresse. Et c'était vraiment un choix moral, au départ, de dire que la recherche sur l'embryon était interdite, assise bien évidemment sur un certain nombre de principes scientifiques. Pour vous montrer finalement que les choses évoluent, c'est qu'en 2013, ce principe d'interdiction, qui avait connu tout un tas d'évolutions au cours des différentes révisions, a été complètement renversé. Donc, depuis la loi de 2013, une des lois qui a donc révisé les lois de bioéthique, dorénavant, la recherche sur l'embryon est autorisée en France, sous conditions. Bien sûr, il y a plein de conditions qui doivent être remplies, notamment il faut qu'on arrive à le prouver, ça va servir à quelque chose, mais ça montre l'évolution des mœurs, l'évolution de la morale d'une société sur quelques années finalement, au regard du temps. Donc c'est très rapide et on a complètement renversé ce principe. Alors la structure des lois de bioéthique était un peu particulière parce que je vous disais tout à l'heure que vraiment la structure de référence c'est le code de la santé publique. Mais il n'y a pas que le code de la santé publique qui parle un peu de santé, il y a aussi le code civil. Et donc, les lois de bioéthique, il y en a deux qui ont été adoptées en 1994. Une qui a été intégrée dans le code civil, parce qu'elle faisait référence à des principes fondamentaux. Et une seconde qui a été insérée dans le code de la santé publique, en sachant qu'une des particularités, en fait, de toutes ces dispositions, c'est d'être sanctionné pénalement. Alors, quels sont les sujets qui sont abordés par ces fameuses lois de bioéthique? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure autour du consentement, de l'autonomie, de l'information, etc. On prend les mêmes principes, on ne les change pas. On prend les mêmes principes, mais on va les appliquer dans des domaines très spécialisés et on va surtout leur donner une coloration un peu particulière dans ces domaines d'application. Tout d'abord, ce qu'a fait le droit dans cette loi de bioéthique, c'est de créer un statut pour le corps humain. Jusque-là, jusqu'en 1994, le droit envisageait le corps humain de manière un peu compliquée. On entretenait des liens un peu compliqués avec le corps parce que
Le corps vivant, est-ce que ça nous appartient? Est-ce qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut? Qui a le droit d'avoir accès à notre corps? On avait un grand principe de la jurisprudence qui était celui du principe thérapeutique qui a été conservé. Donc, on a le droit d'accéder au corps pour des raisons thérapeutiques, avec le consentement. Et puis, le corps mort aussi, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un corps mort? Est-ce que c'est une chose? Ou bien est-ce que ça continue à être une personne? Alors, vous voyez, il y avait vraiment tout un tas de questions qu'on n'arrivait pas à régler de manière très claire. Et donc, la code bioéthique a eu vraiment, je dirais, cet avantage de créer ce statut du corps humain avec un article en code civil qui nous explique que chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments, ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le dernier alinéa de cet article, ça veut dire qu'on ne peut pas vendre, louer tout ou partie de notre corps, que tout ou partie de notre corps ne peut pas être évalué en argent et ne peut pas faire l'objet d'un contrat. On ne peut pas le rémunérer. Alors tout ce dont on entend parler aussi beaucoup, tout ça, ça renvoie à des débats très longs combat sur la gestation pour autrui, par exemple, ou ce genre de choses. Ou même il y a tout un tas de débats aujourd'hui sur le don d'organes et savoir si peut-être il ne faudrait pas aussi créer des incitations financières pour le don d'organes. Alors, bien évidemment, personne en France ne peut dire qu'on va payer un organe. C'est sûr, ça serait complètement contraire au code civil. Mais on essaye de trouver des façons aussi d'augmenter en pénurie, en fait, en période de pénurie d'organes. On essaye quand même d'augmenter le quota. Il y a vraiment beaucoup de discussions en ce moment autour de l'enjeuité, de rémunérer le don de sang, de créer des incitations financières pour augmenter justement le don d'organes, etc. Donc, ce qui va garantir en fait l'accès au corps, alors ça c'est générique, c'est dans le code civil, ça ne concerne pas que le droit de la santé, ça concerne tout type d'accès au corps, d'accord? Mais évidemment ça s'applique en droit de la santé. Les garanties, c'est d'une part en droit de la santé le principe thérapeutique, donc l'accès au corps pour des raisons médicales. On peut porter atteinte à l'intégrité du corps humain pour des raisons de santé, des raisons médicales, et bien évidemment le consentement. Deuxième domaine qui est couvert par les lois bioéthiques, c'est tout ce qui concerne la génétique. Alors la génétique, on en a une vision très particulière en France parce qu'on est toujours dans cette ambivalence entre ça va faire progresser la connaissance, on va réussir à soigner des maladies, et puis c'est peut-être aussi un peu dangereux. Donc on est toujours dans cette ambivalence entre la génétique va nous sauver, hein, en gros, et puis de l'autre côté, la génétique, elle peut aussi nous trier, hein, elle peut aussi nous sélectionner, et donc on peut en arriver à avoir des pratiques eugénistes. Donc finalement, on va se trouver la limite. Et vous comprendrez bien quel est l'intérêt d'avoir du droit quand on se pose ces questions, c'est que le droit pose un curseur. C'est-à-dire que le droit va dire ça c'est autorisé et ça c'est permis. Et même si c'est techniquement possible, on peut dire que c'est interdit. Donc la fonction sociale du droit dans le domaine de la santé et notamment dans le domaine des nouvelles technologies est une fonction qui est essentielle. Elle reflète des choix de société qui permettent justement de fixer ce fameux curseur. Alors nous, quand même, en France, on a dit la génétique pour faire une loi d'action. Donc, on va l'adopter dans un nombre de principes un peu particuliers. Il ne faut pas d'abord qu'on intervienne sur l'espèce humaine. Donc, c'est-à-dire aucune possibilité d'intervenir sur le génome d'une personne à partir du moment où cette transformation serait potentiellement transmissible. Problème, parce qu'aujourd'hui, on va rapidement être en capacité de pouvoir faire ça, c'est-à-dire de modifier le génome d'un embryon à travers une technique qui s'appelle CRISPR-Cas9. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va continuer à interdire cette transmission d'un génome qui pourrait aussi éradiquer une maladie dans une famille? C'est-à-dire que si on soigne un embryon, ça veut dire que la maladie n'existera. Peut-être, c'est pas sûr en ce moment, mais peut-être plus dans la famille. Donc, comment on va arriver à mettre en place un bloc technique alors qu'on a cette interdiction d'intervenir sur l'espèce humaine? Vous voyez, les nouvelles technologies viennent systématiquement challenger en fait le cadre du droit. On peut utiliser la génétique dans le domaine de la santé que pour une finalité médicale ou de recherche. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la génétique juste pour savoir. Je ne peux pas me pointer dans un laboratoire
et dire je veux une analyse de mon génome. Ça, c'est pas possible. En France, si on veut avoir accès à des informations génétiques, il faut que ça soit fait dans le cadre d'une prescription médicale et c'est strictement, très strictement encadré. Et puis, ce qu'on demande, surtout, c'est que dès qu'on fait une analyse génétique, vous devez donner votre consentement écrit. Donc ça montre bien que ce n'est pas comme toutes les autres analyses biologiques. C'est bien plus important, ça touche bien plus à votre intimité, et donc on requiert, la loi exige, que pour ces analyses-là, vous donniez un consentement écrit, que vous devez signer un consentement. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'exceptionnalisme génétique, et clairement cet exceptionnalisme existe en France. Là, je suis pour, je ne dis pas que je suis contre. Je laisserai peut-être, vous entendez bon, mais c'est juste un constat qui me permet de dire que la loi française est exceptionnelle. Quelles sont les autres pratiques qui sont couvertes par les lois de bioéthique? Alors, vous le voyez, les pratiques anciennes qui sont bien sûr tout le domaine de la greffe. Donc, ça n'existe pas depuis 1994, ça a été décidé bien avant, mais la loi était très obsolète, très poussiéreuse, donc on en a profité pour faire un peu le ménage en 1994 et depuis, avec donc, tout ce qui concerne les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules et leur éventuelle réinjection, donc c'est ce qu'on appelle la filière de la greffe, tant sur les personnes vivantes que sur les personnes décédées. Et là, on a des modalités de consentement très particulières, des modalités d'information aussi qui sont très particulières, et tout cela est codifié dans les lois de bioéthique. Autre domaine, bien sûr, qui intéresse ces fameuses lois, c'est tout ce qui concerne l'aide médicale à la procréation. Donc, bien sûr, la fécondation in vitro, mais toutes les techniques, en fait, qui visent à soigner ou à prendre en charge l'infertilité. Et nous, en France, encore une fois, on a dit, ben ça, on sait le faire. On sait le faire, et donc on pourrait le faire pour... si elle me dit, ben, moi, je travaille trop, de toute façon, je n'ai pas de partenaire, alors ce serait bien, j'ai bien envie d'avoir un enfant, c'est comme un horloge biologique, mais j'aimerais bien avoir recours à une fécondation in vitro. Et en France, ce n'est pas possible. En France, la demande sociale d'accès à l'aide médicale à la procréation, aujourd'hui, n'est pas reconnue. Aujourd'hui, la seule reconnaissance que l'on a en termes d'accès à l'aide médicale à la procréation, c'est une constatation médicale d'une infertilité et le fait qu'il faut qu'on remplisse un certain nombre de conditions. Il faut être un couple hétérosexuel. Justement, on se parle, c'est-à-dire peut-être deux. Ce seront des couples homosexuels. Ça fait partie des revendications dans l'évolution de la loi. Il faut qu'on soit un couple vivant. C'est ce que nous dit la loi. Alors que on pourrait très bien prendre des gamètes d'une personne décédée et faire un bébé. Ça, on saurait le faire. Nous, on dit qu'on ne trouve pas ça moral, donc on ne le fait pas. Et il y a eu pas mal d'affaires de jurisprudence, d'ailleurs, en ce sens. Des femmes, de maris qui étaient décédés, qui avaient congelé leurs spermatozoïdes, eh bien, ont demandé accès à ces spermatozoïdes pour avoir des enfants, et cet accès leur a été refusé. Au nom de la dignité. Ça a été refusé. Il faut qu'on soit aussi, encore en France, troisième condition, un couple vivant en âge de procréer. Alors, en âge de procréer, ça a eu plusieurs exceptions. On n'a pas dit qu'il faut avoir tel âge. On a dit pour les femmes, c'est l'âge moyen de la ménopause. Aujourd'hui, dans d'autres pays en Europe, on peut faire des bébés à des femmes qui sont très largement ménopausées. Donc, on a vu une grossesse chez les femmes, il y a plus de 65 ans. C'est un genre de prouesse médicale. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais voilà, c'est le fait. Nous, en France, on a dit, les femmes, elles doivent être en âge de procréer. Bon, pour les hommes, il n'y a pas et bien sûr, donc, lié à la problématique de l'aide médicale à la procréation, c'est que comme on sait faire des embryons in vitro, on sait les conserver. Quand on sait les conserver, ça veut dire que les couples peuvent y avoir accès, même des années plus tard, pour avoir un autre enfant. Mais on peut aussi dire, ah ben nous c'est bon, on a été servis, on a eu des jumeaux, des triplés, finalement on ne veut plus de bébés. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces embryons qu'on appelle des embryons surnuméraires? En France, on n'a pas le droit, et quand à chaque fois que je dis en France, ça veut dire qu'ailleurs on a le droit. En France, on n'a pas le cas de créer des embryons pour la recherche.
Les seuls embryons auxquels on peut avoir accès, ce sont ces fameux embryons surnuméraires, c'est-à-dire ceux qui sont conservés dans des cuves d'azote et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Donc ceux-là, on peut éventuellement les rendre disponibles pour la recherche, si bien évidemment les parents donnent un consentement, là aussi, qu'ils doivent réitérer 3 mois après. C'est très formalisé. Donc ça, on a pu le faire quand on a su faire la fécondation in vitro. Donc c'est bien sûr très contemporain encore une fois. Donc on a dit, eh bien, on peut faire de la recherche sur l'embryon à partir du moment où ces embryons ne font plus l'objet d'un projet parental. Est-ce qu'on trouve ça moral, ça amoral, ou c'est là pour le cancer. Et la même chose pour le don de gamètes. Alors, une particularité aussi, c'est que pour gérer en fait tout ça, pour gérer tout ce domaine de la politique, on a créé une agence. Et cette agence, c'est celle qui est en charge notamment de faire des lignes directrices pour les professionnels de santé, de répondre à des questions d'éthique aussi, à des lignes directrices, de permettre de mettre les modèles de consentement à la disposition des professionnels de santé. C'est l'agence de la biomédecine. Alors, les principes qu'on retrouve dans ces lois bioéthiques sont pratiquement les mêmes que ceux qu'on a vus pour les droits des patients. On retrouve bien évidemment le recueil du consentement, l'information, ça reste central. Mais on a quelques principes supplémentaires. Alors, le principe de l'anonymat, celui-là, il ne fonctionne pas pour tout. Il fonctionne dans le cadre du don, notamment, et du don quand les personnes sont décédées. Parce que ça ne marche pas pour le don d'entre eux. La gratuité, ça c'est le principe qui découle de la non-patrimonialité du corps humain qu'on a vu tout à l'heure. L'interdiction de la publicité. La santé n'est pas une activité mercantile, on ne devrait pas l'être. Alors ça voulait dire qu'on peut faire de l'information, on peut faire de la promotion. Alors c'est ce que fait d'ailleurs l'Agence de la biomédecine. Vous voyez régulièrement des campagnes pour le don d'organes, des campagnes pour le don d'ovocytes de plus en plus. Et ça, c'est pas considéré comme de la publicité, c'est considéré comme de l'information. Maintenant, la clinique qui va mettre sur Internet qu'elle a des taux de réussite en termes de fertilité, etc., est-ce que c'est de l'information, est-ce que c'est de la publicité? Vous voyez, on est toujours un petit peu sur une forme d'ambivalence. Et puis le dernier point, qui très clairement répondait à nos problématiques de société, c'est le principe de la sécurité sanitaire. Et ça nous vient du scandale du sang mondialisé, du scandale de la vache-folle, et de toutes les problématiques qu'il y a pu avoir, et puis qu'on retrouve maintenant avec les dispositifs médicaux, les prothèses mammaires, les médicaments, etc. Donc c'est toujours ce principe-là qu'il faut que la sécurité soit garantie dans le cadre des soins et dans le cadre de la prise en charge médicale. L'objectif étant que vous ne subissiez pas plus d'effets secondaires que quand vous êtes entré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous sortiez plus malade quand vous êtes fait prendre en charge. Alors, il y a une petite curiosité par rapport à ça, c'est qu'il n'y a quasiment pas, en fait, de jurisprudence. Tout à l'heure, on a vu, je vous ai donné un exemple de la PHP, le droit médical et le droit du patient, c'est quelque chose qui est quand même très souvent, qui arrive très souvent quand même au niveau de la justice, même si ce n'est pas la majorité des cas. Là, ici, on a 3 arrêts de jurisprudence qui ont été rendus. Et ça, c'est pour moi une curiosité que j'ai un peu mal à expliquer. Alors, il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer ça. C'est que la plupart du temps, ce sont d'autres dispositions plus générales qui sont visées par des avocats ou par le parquet. Donc, on n'est pas sur des dispositions spécifiques dans le cadre des lois de bioéthique. Je dirais que la loi, en fait, qui a été peut-être de plus utilisée au niveau de la jurisprudence au niveau de magistrat, c'est justement la loi sur la fin de vie. Ça, la loi Deonetti, on a plusieurs arrêts qui concernent la fin de vie. Et ça, c'est une loi qui a fait l'objet justement de décisions de jurisprudence. Alors, pour finir, je vous disais tout à l'heure, donc la loi de bioéthique, c'est une loi qui, donc, contrairement aux droits des patients, vous voyez, la codification, c'était en 2002, il y a eu des modifications de la loi, mais des modifications à la marge. Il n'y a pas eu de modification de fond de la structure ou de la philosophie de la loi. Là, les lois de bioéthique, elles ont toujours évolué dans le temps, depuis 1994. Et donc, nous sommes actuellement en pleine période de révision sur cette loi. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler en fait, de ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique. Parce que donc, la particularité en fait, de cette révision, alors c'est les 2e états généraux, c'est déjà été mis en œuvre dans le cadre de la loi de 2011, la révision de la loi de 2011.
Mais la particularité, c'est de consulter en fait les citoyens sur les évolutions qu'ils aimeraient voir données à la loi de bioéthique. Donc, c'est-à-dire faire rentrer des non-experts dans les problématiques ou pour aider justement à modifier ces lois et à les faire évoluer dans le sens de la société, dans le sens qui serait souhaité par la société. Donc, les États généraux de la bioéthique, c'est un site internet qui, je pense, se ferme demain. C'est un site internet sur lequel vous pouviez, vous inscrire et pour lequel vous pouviez aussi contribuer. Alors en sachant qu'il y a une partie très institutionnelle, c'est-à-dire où il y a eu tous les espaces régionaux d'éthique qui ont contribué sous le chapeautage du Conseil consultatif national d'éthique sur des thèmes bien particuliers, bien spécifiques, donc ça c'est très institutionnalisé. Il y a aussi toute une partie qui est laissée en fait à la discrétion des citoyens où on peut déposer des contributions. Et là, je vous ai mis donc l'ensemble des thèmes qui sont mis en discussion. C'est-à-dire quels sont les thèmes sur lesquels on peut s'exprimer pour faire évoluer les lois de bioéthique. Et ce que vous devez remarquer, c'est que c'est bien plus large, en fait, que les problématiques que je viens de vous montrer, que je viens de vous exposer. C'est bien plus large finalement que simplement l'aide médicale à la procréation, le don d'organes ou encore le don de gamètes ou encore la génétique. On voit apparaître des thématiques qui jusqu'à présent ne faisaient pas du tout partie des lois de bioéthique. L'intelligence artificielle, la robotisation, l'environnement. Les données de santé, ça faisait partie d'une autre législation, donc ça a du sens qu'on se pose des questions. Mais on voit bien qu'on est dans une vision de la bioéthique qui aurait tendance à se globaliser à toutes les problématiques techniques et médecine, techniques et sciences. Donc on est dans une vision bien plus globale que celle des lois de bioéthique. Et comme je vous disais, en fait, un petit mot sur chacune juste de ces boîtes pour vous expliquer. La recherche, les questions qui se posent autour des cellules souches, c'est toujours la question de la recherche. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Est-ce que c'est subsidiaire? Est-ce qu'on a le droit... On est toujours quand même sur cette problématique. Est-ce qu'on a le droit de faire de la recherche sur un bourdon? Est-ce que ça peut pas être considéré comme une atteinte à la vie? Là, on est sur des arguments qui perdurent depuis toujours. Hein. On n'est pas sur des nouveaux arguments. Sur la génétique, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de CRISPR-Cas9. Là, il va falloir quand même qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Est-ce qu'on décide que c'est toujours interdit de modifier le génome, notamment d'un embryon, ou bien est-ce qu'on décide qu'on peut le faire, notamment à des visées de recherche, ou pas? Bon, ça, on laissera le législateur décider. Pour le don et la transplantation d'organes, on en a parlé tout à l'heure, vraiment c'est les aspects financiers qui aujourd'hui occupent un peu le terrain, et le fait de savoir s'il faut rémunérer, avec des gros guillemets, hein, le don d'organes, le don de sang, etc. Les neurosciences, ça j'en parle pas parce que c'est pas mon domaine. Les données de santé, c'est toute la problématique du big data, l'utilisation des données de santé dans le cadre de la médecine, la génération de données massives, donc grâce aux nouvelles technologies, notamment de la génomique, on est aujourd'hui en capacité de générer des grandes masses de données de santé sur les individus. Comment on va les utiliser pour le soin, comment on va les utiliser pour la recherche. Tout ça, c'est des problématiques qui ne sont pas complètement encore évoquées dans les lois actuelles. L'intelligence artificielle et la robotique, c'est tout ce qui concerne la e-santé, l'utilisation de robots dans la pratique médicale, l'utilisation d'algorithmes pour la décision médicale. Tout ça, qui doit décider in fine? Est-ce que c'est toujours le médecin qui va décider ou bien est-ce que ce sont des algorithmes qui vont décider? Donc tout ça, c'est des problématiques tout à fait nouvelles. L'environnement, c'est tout ce qui concerne l'épigénétique, qui est peu développé aussi dans le domaine de la loi, hein, on se blâme. Sur la procréation, c'est tout ce qui concerne la demande sociale d'accès à la parentalité. Donc je vous disais tout à l'heure, l'accès des couples homosexuels, des personnes seules à l'aide médicale à la procréation, qui est toujours interdite en France. La possibilité ou pas d'avoir recours à ce qu'on appelle d'avoir recours à la grossesse pour autrui, etc., de manière plus ou moins encadrée. Alors, on sait qu'en France, on ne pourra jamais payer les gens, mais peut-être on ira, oui, dans certaines conditions, on ne sait pas.
Et puis, toujours la problématique de la fin de vie, et notamment la problématique de la légalisation ou pas de l'euthanasie, qui est toujours un problème. Ça n'a pas été réglé par la loi Venditti, même malgré toutes ces modifications. Donc, pour conclure, en fait, on l'a vu, les lois qui concernent la santé, c'est extrêmement vaste. Ça va de l'organisation des services de santé à la gouvernance des relations entre les différents acteurs, mais aussi ça concerne la régulation de la relation de soins et l'usage des nouvelles technologies. Aujourd'hui, en fait, le droit de la santé ne peut plus être uniquement descendant, c'est-à-dire des lois qui seraient décidées par le Parlement de manière tout à fait suprême pour décider ce qui est bon pour nous, ce qui est moins. Et aujourd'hui, en fait, le droit de la santé se fait en contexte. C'est-à-dire que c'est un droit qui se décide et qui se formalise également avec les choix de société et également avec les choix sociaux. Donc c'est un droit qui s'est progressivement détaché du paternalisme. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Mais par contre, jusqu'où on va dans le renversement de cette relation? C'est-à-dire, est-ce que demain, on va accepter finalement que les patients eux-mêmes se transforment en médecins? Est-ce que l'on va aller jusque-là? Et ça va être une vraie question parce qu'on est face à des nouvelles velléités de manière globale, sur le plan social, de non seulement maîtriser la décision de santé, mais de maîtriser carrément sa propre santé, de maîtriser ses propres paramètres. Et ça, on le voit émerger à travers des tests qu'on peut faire directement sur Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des tests génétiques en accès libre, mais vous pouvez, alors en France c'est strictement interdit, mais c'est très difficile d'aller contrôler ce que nous faisons tout un chacun, mais vous pouvez commander sur Internet un test génétique qui va venir d'ailleurs, notamment des États-Unis, mais ça peut venir aussi d'Angleterre. Il y a aussi certains tests génétiques qui sont pratiqués, qui sont vendus sous cette forme en Espagne. Eh bien, comment vous faites? Vous allez sur votre ordinateur, vous tapez le test que vous voulez faire, et puis, bien sûr, vous donnez un peu votre carte bleue, c'est pour la finance, c'est pas gratuit. Et puis, vous recevez donc un kit qui va vous permettre de recueillir les cellules épithéliales dans votre bouche. Vous allez refermer ce kit, vous allez le renvoyer à l'entreprise, qui va ensuite vous renvoyer un résultat. Alors, les résultats, ce sont souvent des pourcentages de risque, d'être à risque de maladies cardiaques, de diabète, de je ne sais pas quoi. Et vous n'avez jamais parlé à personne, vous avez fait votre commande comme si vous l'aviez dit à la redoute, et vous n'avez jamais parlé à un médecin, et donc vous allez recevoir et interpréter vous-même, tout seul, vos résultats, avec des codes couleurs, etc. Donc ça, c'est une vraie pratique qui s'est développée. Alors en France, je ne sais pas, en fait, on a beaucoup de mal à voir exactement qu'est-ce que ça représente en termes de pratique. On ne sait pas véritablement si c'est très utilisé en France. On sait que c'est très utilisé aux États-Unis. Et donc, c'est vraiment avoir des informations sur sa santé sans passer par le corps médical, c'est-à-dire c'est une relation commerciale. On a un peu la même philosophie avec tout ce qui concerne les objets connectés. On a tous des smartphones, des montres connectées pour certains. On mesure nos pas, on montre nos calories, on mesure la qualité de notre sommeil. Et tout ça, c'est des choses qui vont nous servir à moduler en fait notre rythme de vie, à voir comment on va manger, à adapter notre style de vie au quotidien. Et tout ça, ça se fera aussi sans l'intermédiaire d'un médecin. Donc c'est vraiment la génération de données. On a passé le cap de juste avoir une relation partenariale. C'est là on est vraiment acteur de sa propre santé. Et puis demain, on aura ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire qu'on aura notre propre dossier médical, que nous allons nous-mêmes, dans un cloud quelconque, que nous allons nous-mêmes alimenter, que nous allons nous-mêmes maîtriser, et qui servira à nous-mêmes, aux membres de notre famille, et donc aux médecins. C'est là. Donc voilà, donc je pense que vraiment, on n'est pas à la fin d'un processus, on est vraiment au début d'une nouvelle ère, très clairement, dans le domaine du lien entre le droit et la santé. Et puis, je ne peux pas dire dans une boucle magique, donc je ne sais pas ce que nous réserve demain. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas contre le progrès, bien au contraire.
Mais il faut un certain degré de vigilance, et c'est ce à quoi sert le droit, c'est vraiment la vigilance. Je vous remercie. Nous avons une session qui est appelée ESOF, et c'est lequel il faut aussi parler un peu d'Europe. Alors, est-ce que les autres pays européens sont un peu en ligne avec ce qui se passe en France? Est-ce que, pardon? Est-ce que les autres pays d'Europe sont un peu sur les mêmes lignes que nous en France? Non, non, pas sur tous les sujets bien abordés. Ça peut être très différent d'un État à un autre. Et c'est bien ça tout le problème, c'est-à-dire que on a plein d'États qui, in fine, adoptent leur propre législation et ça permet finalement que des pratiques qui sont interdites en France puissent être accessibles très facilement ailleurs. Et la procréation médicalement assistée est un des meilleurs exemples pour montrer que non, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas en fait de velléité, il n'y a pas de volonté d'harmoniser à l'échelle européenne. Ça aussi, c'est une question, ou c'est peut-être aussi une richesse, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais pris comme étant un frein, mais je pense que c'est plutôt une richesse. Mais par contre, ce qu'on n'arrive pas à gérer, c'est ça, on n'arrive pas à gérer la circulation des personnes sur un territoire. Qui est le territoire européen. Moi, j'ai des questions concernant les états généraux de la bioéthique. Est-ce que dans les consultations qui ont été faites, les débats, on a au moins l'information sur l'âge, les générations de gens qui se sont exprimés? Je ne sais pas si c'est une information qui a été collectée pour l'instant. Je ne suis pas sûre qu'on ait accès à des données. Alors peut-être que dans le site, ils ont peut-être demandé l'âge, etc., et qu'ils seront capables de produire cette statistique in fine quand le rapport sera rendu, parce qu'il va y avoir un rapport quand même sur les états généraux de la bioéthique. Maintenant, je ne sais pas si c'est une information qui sera communiquée. Je n'ai pas de doute qu'il ait cette information, mais je ne sais pas si elle sera communiquée. Merci. Je m'interroge sur les bouleversements que nous connaissons actuellement. Je veux parler de l'empilement des dernières lois santé qui permettent un glissement à la fois concret et sémantique vers la commercialisation du soin, vers la notion de patient consommateur de soins. Quel est votre point de vue? Je pense aux travaux de Micheline Batifoulier qui parlent beaucoup de ça. J'aimerais avoir votre sentiment. Alors, je pense que c'est pas complètement nouveau. Je suis pas tout à fait sûre que ça soit si nouveau que ça. C'est-à-dire la consommation de soins, je pense pas que ça soit quelque chose de si nouveau que ça. Les patients consommateurs et le fait que ça soit éventuellement soutenu par des lois, j'ai pas l'impression que ça soit si nouveau que ça. Est-ce que ça prend une ampleur différente aujourd'hui? Peut-être. Je ne sais pas dans quelle mesure, au final, on va avoir Comme je disais tout à l'heure, la santé est un état. C'est parfois aussi un bien. C'est parfois considéré comme un bien par le droit. Est-ce que... J'aurais aimé peut-être vous préciser dans quel cadre vous inscrivez votre question en termes de commercialisation. Parce que je ne vois pas en quoi aujourd'hui on est plus dans un environnement de commercialisation qu'on l'était il y a quelques années. Non, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Oui. Si vous pouviez préciser votre question, On se dirige de plus en plus vers une médecine où le patient est considéré comme consommateur. J'en veux par exemple pour preuve l'intervention de journaux type 60 000 consommateurs, où là c'est bien l'aspect consommation qui intervient, où on s'intéresse plus au reste à charge que à la qualité des soins. Je pense par exemple aussi à ce qu'on se dirige vers les systèmes avec des réseaux de soins qui sont des intermédiaires qui se placent entre les professionnels de santé et les patients, qui limitent le choix du patient, donc qui interviennent sur cette liberté de choix qui est inscrite dans nos droits.
Dans le droit, il y a également le fait que la médecine s'exerce hors commerce. Et nous allons vers le modèle espagnol, actuellement le modèle espagnol, duquel on se rapproche de plus en plus, par exemple en dentisterie. Vous avez des publicités qui interviennent, énormément de centres dentaires qui s'ouvrent avec des publicités dans des journaux, des grandes enseignes avec des néons qui flashent dans les rues de Paris, des publicités qui proposent, si vous venez faire votre détartrage avant tel jour, 3 mois d'abonnement à Netflix. Pour moi, ce sont des pratiques commerciales qui sont réelles et qui sont déjà qui existent déjà en France. J'avoue que pour moi, je dirais pas, je ne voudrais pas être désobligeante en disant que ça reste anecdotique, parce que je ne voudrais pas faire semblant que ça n'est pas important. Et puis je trouve que tous les exemples que vous avez donnés ne se situent pas tout à fait sur le même niveau. Vous parliez des réseaux de soins. Moi, je pense que les réseaux sont plutôt un avantage en fait dans la prise en charge des patients, et je ne les considère pas comme étant au contraire une atteinte à leur liberté de choix. Bien évidemment que de manière objective, ça limite le choix. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, si ça augmente la qualité des soins et si ça augmente leur capacité d'être mieux pris en charge par des professionnels qui auront été correctement identifiés, qui auront des compétences bien particulières. Donc je ne mettrai pas les réseaux de soins sur le même niveau que le dentiste qui... Excusez-moi, vous avez pris connaissance du rapport de l'IGAS sur les réseaux de soins qui est sorti il y a mais même si le rapport de l'IGAS le dit, moi je suis plutôt en lien avec des professionnels de santé qui créent des réseaux, et je vois bien que, je ne dis pas que tous les réseaux de soins sont bons, je dis simplement que l'idée même du réseau de soins ne peut pas être mise sur le même plan, même s'il y a peut-être de mauvaises pratiques. Je ne pas être d'accord avec le rapport de l'IGAS, je suis pas d'accord avec eux. Ne peut pas être mis dans la même perspective, dans le même sac que des pratiques professionnelles que vous évoquez et qui sont malheureusement interdites, mais pour lesquelles aujourd'hui il faudrait agir, c'est-à-dire qu'il faudrait agir en justice. Et qui pour agir en justice? Alors, je pense la publicité. Ah ben normalement, on est d'accord que quand même c'est interdit. Hein, d'accord. Oui, mais d'accord que c'est interdit. Qui agit? Soit des associations de patients, soit il y a des acteurs qui sont en capacité d'agir. Quand ça veut dire que les patients font des recours, mais bien sûr qu'il y a des possibilités d'agir. Et puis, je termine. Vous parliez de 50 millions de consommateurs, etc. Ce phénomène n'est pas complètement nouveau. C'est pour ça que je vais vous faire préciser votre question. C'est cette problématique en fait de l'entrée des journaux qui soient spécialisés ou commerciaux, hein, je dirais. C'est quelque chose que nous on voit depuis des années dans le domaine du droit médical. Depuis des années, c'est pas nouveau. Ça fait 15 ans, 20 ans que ces journaux font quand même des choses sur ça. Alors après, est-ce que c'est bien qu'on classe les lycées? Est-ce que c'est bien que... Je n'ai pas d'opinion sur ça. Je me dis qu'il faut qu'il y ait une information qui soit transparente. Et si je peux me permettre, je pense que s'il y a pour moi, s'il y a une carence réelle, c'est celle des institutions. C'est-à-dire que sur tous ces... Alors, encore une fois, je ne mets pas tout sur le même tableau, hein, mais concernant, par exemple... les pratiques qui peuvent être comparées dans ces magazines, les établissements qui peuvent être comparés, les institutions, comme l'Agence de la biomédecine, devraient se saisir de ces problématiques, comme par exemple, je vous parlais tout à l'heure du test génétique en accès libre, et devraient fournir de l'information objective, en fait, sur ces pratiques. Et ça ne se fait pas, parce qu'il y a bien sûr la sanction, et là, il y a des moyens qui doivent être mis en œuvre selon des procédures qui sont déjà bien identifiées, qui existent. Mais si personne ne le fait, il y a à minima l'information. Et donc ça ne se fait pas. Donc je dirais qu'il y a peut-être, si ces pratiques se développent de manière finalement assez tranquille, c'est parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a ni des procès, ni des alertes institutionnelles. Il y a des alertes de professionnels de santé, mais il manque les alertes institutionnelles, effectivement. Et qui pour agir? Ouais. Parce que, par exemple, dans le domaine dentaire, c'est énorme le nombre de centres dentaires, je dirais, d'aspects commerciaux qui se montrent. Il y en a tous les jours.
là, en fait, ça rejoint un peu la question que posait Moët, c'est que c'est une pratique qui existe beaucoup ailleurs, et que, en fait, ce qui se passe. Je vais vous donner un autre exemple que celui du domaine dentaire. Ah, et à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la bataille qu'il y a eu, de manière très forte, entre les pharmaciens de monopole pharmaceutique et la vente de médicaments, donc ce qui était considéré comme médicaments, par des grandes surfaces. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez suivi, ça s'est un peu calmé, mais voilà. Donc notamment des magasins Leclerc, on ne peut pas les nommer. Et donc, en fait, qui a agi? Qui a essayé de contrecarrer? Parce que pourquoi ils ont continué? Ils ont continué parce que les sanctions pénales qui étaient adossées aux infractions qu'ils réalisaient étaient hyper minimes par rapport aux recettes qui étaient engrangées. Donc, on pouvait faire tous les procès de la terre, donc le Conseil de l'ordre des pharmaciens, par exemple, avait beaucoup, donc vous parliez de professionnels, mais peut-être aussi les ordres professionnels qui pourraient se saisir de cette problématique, de ces problématiques. Donc, on voit bien que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, en tout cas, ne s'est pas laissé faire et a attaqué systématiquement la vente de tel et tel produit qui était considéré comme étant dans le monopole pharmaceutique et donc devait être vendu dans des pharmacies. En fait, ce qui a commencé à modifier la pratique, c'est le fait qu'au niveau législatif, on ait décidé que les sanctions étaient bien plus élevées que celles qu'elles étaient au départ. Et donc, si vous voulez, les moyens, on les a. C'est pour ça que je vous dis que si les pratiques se développent, si on laisse des centres dentaires, tels que vous les décrivez, avec des néons et des publicités, je vais vous dire, dans l'avion, ne serait-ce que dans l'avion, quand vous ouvrez un magazine, vous avez, pas sur la compagnie française, mais sur une compagnie étrangère, vous avez des publicités pour des centres de fertilité, pour des centres dentaires. C'est toutes les 2 pages, vous avez une publicité pour ça. Donc, comme cette pratique se développe à l'étranger, j'imagine qu'il y a quand même quelques illuminés qui se sont dit pourquoi on n'essaierait pas en France? Et puis de toute façon, si personne ne fait rien, pourquoi on le ferait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut contrecarrer. Donc c'est soit par les politiques publiques, soit par la justice. Il n'y a pas 50 solutions. Et je pense que vraiment, il y a une carence des institutions. Ça, c'est mon sentiment profond. Oui, je vous dis une question très précise. Dans le cadre de la transmission, dans le droit à la transmission de l'information dans le cadre familial, quelle limite y a-t-il à la transmission de l'information dans le cas éventuellement de maladies ayant un caractère génétique? Alors, ça, c'est quelque chose qui nous a bien occupés. C'est ce qu'on appelle l'information à caractère familial. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupés parce que pendant très longtemps, dans la loi de bioéthique, on a estimé que l'information génétique était, comme toutes les autres informations médicales, protégée par le secret professionnel. Or, comme vous le dites très justement, il y a certaines informations génétiques qui peuvent avoir un intérêt que d'autres membres de la famille. C'est-à-dire, quand on est dans le cas de pathologie familiale, avec une forte valence génétique, il est important que d'autres membres de la famille puissent être au courant. Et donc, on avait toujours cette ambiguïté entre faire perdre une chance à un membre de la famille d'être diagnostiqué rapidement ou justement, pas diagnostiqué, mais en tout cas d'être testé, et le respect du secret professionnel. Les généticiens ont été pendant très longtemps dans vraiment une balance et une difficulté par rapport. Et donc en 2004, la loi a changé sur ce point en décrivant une procédure qui était une usine à gaz abracadabrantesque qui pour essayer de régler cette problématique concernant uniquement l'information à caractère l'information génétique à caractère familial. Là, on ne parlait que de ça. Et donc, ça n'a jamais marché. Et donc, justement, ça fait partie de ces trucs qui n'ont pas eu de décret d'application et qui sont restés comme ça, un peu lettre morte. Et en 2011, on a décidé de revenir sur cette procédure et de d'écrire, en fait, un cadre pour cette information. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? C'est que
une personne, vous et moi, en fait, on n'est pas, le secret médical ne nous est pas opposable. C'est-à-dire que si moi demain j'ai envie d'exposer sur la place publique mon dossier médical, j'ai le droit. D'accord? C'est des informations qui me concernent. Il n'y a pas de secret si moi je dévoile ces informations. Donc la première des choses que fait un médecin généticien, c'est qu'il encourage en fait le sujet index, qui est son patient, à communiquer directement avec les membres de sa famille. Ils auront préalablement identifié grâce aux arbres généalogiques. Et le médecin s'engage, est engagé au regard de la loi, à donner un descriptif, une information écrite qui décrit en fait la pathologie, ou qui explique qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut consulter, etc. Donc ça, c'est l'information directe. Et puis, donc c'est jamais le médecin qui va informer directement. Là, dans ce cas-là, c'est pas le médecin qui va informer les apparentés, c'est le sujet index qui va informer ses apparentés et qui va les orienter vers une consultation de génétique. Mais il peut arriver que la personne ne veuille pas communiquer avec ses apparentés pour X raisons qui la regardent. Elle n'a pas besoin de justifier son refus. Elle peut refuser d'informer ses apparentés. Et à ce moment-là, le rôle du professionnel de santé, c'est de lui expliquer quels sont les risques que ce silence pourrait faire courir aux membres de sa famille et de lui proposer une voie indirecte d'information dite à caractère familial, donc avec toute une procédure, la rédaction d'une lettre où est respecté l'anonymat du patient, pour informer les membres de la famille, donc à charge au sujet de donner les adresses des membres de sa famille ou voilà. Donc ça, c'est une information indirecte de cette information génétique. Bon, c'est une procédure qui marche, qui a plein d'imperfections liées justement au respect de cet anonymat, etc. Parfois, c'est un peu limite. Mais voilà. En gros, aujourd'hui, on peut délivrer cette information, soit directement le patient peut le faire, ce qu'il pouvait déjà faire avant d'ailleurs, soit, si jamais il ne le veut pas, c'est dans ce cas-là que ça posait des problèmes, eh bien, il existe une procédure qui est maintenant complètement formalisée, y compris au sein d'un arrêté. Enfin, c'est très bien réalisé. Je voudrais vous poser deux petites questions sur les données de santé. Alors, évidemment, je suis statisticien, et quand je vois des données de santé, je me dis qu'on pourrait faire de l'épidémiologie et comprendre ce qui se passe quand des maladies apparaissent. Donc, même si il y a le rapport individuel, le fait d'avoir des gros échantillons avec beaucoup de données, ça peut donner l'idée qu'on va améliorer la santé, non pas la santé de l'individu, mais en comprenant quels sont les mécanismes de la maladie, pourquoi apparaissent. Donc, il y a des questions qui sont de dire comment on va traiter les données qui sont liées à des individus et comment on va les agréger pour essayer de faire du traitement, de la compréhension de ce qui se passe globalement. Et ça me pose un autre problème, c'est que quand j'ai vu évoquer les données de santé et l'intelligence artificielle, pour moi, ça ne ressemble pas que la bioéthique. C'est-à-dire qu'il y a une éthique aussi générale à avoir sur les données, qu'elles concernent des données bancaires, ou qu'elles concernent des données sociales, ou qu'elles concernent des données sociales. Il y a un point commun, et j'ai l'impression, lié au fait de l'importance de la santé, que quelque part, on parlera beaucoup de ce que sont les problèmes de données de santé, et pas les problèmes de données en général. Et ce que vous avez donc à la fin sur le blockchain et sur tous les objets connectés, ça posera des problèmes sociaux qui ne concernent pas que la santé et qui sont beaucoup plus larges. Donc, à mon avis, les problèmes bioéthiques de santé devraient diffuser vers qu'est-ce que c'est que une société dans laquelle il y a beaucoup d'informations, beaucoup de traitements d'informations, et des atteintes à la vie privée et des choses qui sont extrêmement lourdes et qui englobent effectivement la santé, mais qui sont plus larges. Donc, enfin, mon souhait, c'est que les réflexions que vous avez eues et dont je suis au courant qu'aujourd'hui, à mon avis, concernent les gens qui sont impliqués dans les réflexions sur la société de l'information et qui ont des choses à dire et qui ne sont pas strictement liés qu'à ça.
Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, ça prend toujours une ampleur un peu différente quand on parle de la santé parce que ce sont des données qui sont considérées comme sensibles. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais ça fait partie d'une catégorie juridique bien identifiée. Je vous rassure aussi, la problématique de la vie privée, de la confidentialité, de l'ensemble des données individuelles, des données personnelles, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup l'Europe. Donc l'Union européenne a adopté un règlement qui va rentrer en vigueur là en cette année, et qui est le règlement général pour la protection des données personnelles, qui ne concerne pas que les données de santé, qui concerne toutes les données personnelles. Et toutes ces données personnelles, finalement, vont avoir un haut degré de protection. Et dans ces données personnelles, on en a identifié des plus sensibles que d'autres. Et parmi les sensibles, on a les données santé, les données raciales, l'orientation sexuelle, les données, les opinions religieuses, les opinions politiques. Tout ça, c'est considéré comme un groupe un petit peu à part qui est sensible, particulièrement sensible, donc qui doit être particulièrement protégé. Mais par contre, on a une réglementation qui donc va doter la donnée individuelle, la donnée personnelle, du même régime juridique dans tous les pays de l'Union européenne à partir du mois de mai. Donc, vous avez raison, la donnée de santé, même si elle est un peu particulière et qu'elle cristallise peut-être un petit peu les angoisses, c'est parce qu'elle touche aussi beaucoup à notre intimité, ce que nous sommes. Je ne dis pas que les données bancaires ne sont pas tout à fait la même, pas tout à fait le même registre. Donc là, on a quand même un outil juridique, un règlement européen, donc un outil obligatoire qui va nous permettre d'avoir un statut de la donnée personnelle, de la donnée individuelle. Sur les aspects éthiques, là aussi je tiens à vous rassurer, c'est qu'il y a plein de professionnels, notamment de l'informatique, qui ont adopté des chartes, notamment des chartes d'éthique de la big data, sur le big data, sur la génération de masse de toutes ces données, qui ne sont pas spécifiques au domaine de la santé, qui sont des chartes qui sont génériques pour l'ensemble des données personnelles qui pourraient être générées grâce aux nouveaux outils de l'informatique. Donc, il y a une vraie sensibilisation des professionnels sur ces problématiques et sur ces questions. Et enfin, pour terminer sur l'épidémiologie, le cœur du problème des données, c'est soit leur identification dès le départ, soit la possible réidentification avec ces données. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, une donnée d'épidémiologie qui serait complètement anonyme, ça pose zéro problème en termes de confidentialité, zéro problème en termes de vie privée. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que garantir cette confidentialité et garantir la vie privée, ça n'est juste plus possible. Donc, ce qu'on a réussi à démontrer, ce que des informaticiens ont réussi à démontrer, c'est qu'en ayant 2-3 bases de données qui sont elles-mêmes complètement sécures, complètement anonymes, et qui vraiment respectent toutes les règles de l'art, si vous les mettez ensemble, que vous faites tourner un algorithme, eh bien, vous pouvez réidentifier des personnes. Donc, c'est ça qu'on a comme problème, c'est qu'on n'est plus en capacité de garantir la confidentialité et la vie privée. Et donc, il est absolument nécessaire que les professionnels se saisissent eux-mêmes de cette question et puissent fournir des outils de réflexion, de garde-fous, comme on l'a vu, comme je le disais, au niveau des lois bioéthiques, mais qui seraient plus génériques, plus générales. Est-ce qu'il y aurait une question qui pourrait encore? Aujourd'hui, si j'ai bien compris, une personne ne peut pas aller dans un laboratoire, par exemple, d'analyse médicale, et demander un prélèvement sanguin, par exemple, justement, pour savoir si on a une grossesse en route, par exemple. Non, la génétique. Ça, ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Ah, c'est possible. Je ne sais pas pour les tests de grossesse, j'en sais rien. C'est régulièrement refusé. En tout cas, les laboratoires refusent régulièrement de faire des prélèvements quand il n'y a pas de prescription ou bien quand l'identité de la personne n'est pas déclinée. Moi, ça m'interroge le fait qu'on ne puisse pas recevoir de soins s'il ne décline pas son identité. Je voulais avoir votre sentiment. J'ai pas franchement d'idée sur cette question, j'avoue que je ne me suis jamais vraiment interrogée sur ça. C'est dont je parlais tout à l'heure, c'est juste pour ça que je me suis permis de vous couper, c'est que quand je disais qu'on n'avait pas le droit d'aller dans un laboratoire, je parlais vraiment de la génétique. Là, hein. Après, je connais pas, je ne sais pas si vous avez vu l'étendue du droit de la santé, je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui concerne le lien hyper précis de la prescription.
Je pense que ce qu'il y a derrière, en fait, cette exigence d'être, de demander d'identité ou d'exiger une prescription, c'est plutôt pour protéger la personne et s'assurer qu'il pourra y avoir une interprétation des résultats, quels qu'ils soient. C'est pour ne pas laisser les personnes... La philosophie de la prescription, c'est ça. C'est-à-dire que le médecin est le relais, en fait, de l'information médicale et est en capacité... Moi, je ne suis pas médecin, donc je suis très contente quand on m'explique un résultat que je ne suis pas moi-même en capacité de liser. Alors, c'est sûr qu'un grossesse, c'est non. C'est-à-dire que la capacité d'analyse n'est pas énorme. Après, concernant l'identité, moi, j'ai jamais entendu dire que des choses étaient refusées quand on ne déclinait pas son identité. Je ne vois pas exactement à quoi ça fait référence. Là aussi, je pense que l'idée, c'est de pouvoir assurer une forme de suivi, de pouvoir assurer aussi que la personne demande à avoir accès à des informations qui concernent sa santé dans un contexte d'une prise en charge médicale qui la concerne, que vous n'amenez pas, je ne dis pas n'importe quoi, un prélèvement biologique de votre enfant, de votre conjoint ou de je ne sais qui. Ben, voilà, il y a peut-être aussi une garantie de l'adéquation entre le prélèvement qui va être réalisé et la personne. J'imagine que c'est des choses comme ça qui sont... Ça me paraît tellement évident d'être de définir son identité que je ne vois pas. Là, c'est-à-dire, ça semble évident, oui et non, parce que quand maintenant on nous apprend que les complémentaires santé, par exemple, commencent à imaginer de réévaluer les cotisations en fonction de notre état génétique et de notre état de santé passé et présent, et potentiellement à venir, ça interroge. Si j'ai un métier, par exemple, qui risque de poser un problème pour l'exercer, ou un prêt bancaire, par exemple, et que j'ai envie d'avoir une précision sur mon état de santé, et si je n'ai pas envie que ça soit connu, ça sera connu que par vous, puisque cette information, elle reste dans le cadre du colloque singulier. Elle ne sera pas accessible à la banque si vous ne lui donnez pas accès. 1. 2, concernant ce que vous disiez sur la génétique, c'est absolument interdit par le droit. L'accès aux informations génétiques dans le cadre de l'assurance, c'est absolument interdit dans la loi. Je pourrais vous donner la référence. Ah oui, mais la publicité aussi est interdite en matière mais de... oui, mais écoutez, vous avez peut-être jamais brûlé de feu, vous avez jamais peut-être brûlé de stop, peut-être on commet tous ici des infractions et on n'est pas attrapé. Donc après, encore une fois, c'est le contexte dans lequel ces pratiques se développent et demain, je ne vois pas comment une assurance pourrait être complètement hors la loi et en faire justement la publicité pour avoir accès à des données qui ne peuvent pas. Moi, je crois dans les vertus du droit, donc je ne peux pas. C'est peut-être naïf, hein, je ne sais rien, mais en tout cas, je crois dans les vertus du droit. Les principes sont là, ils existent. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? On peut mettre un policier derrière chaque assurance. Par exemple, quand une complémentaire santé conditionne ses remboursements à la transmission des données médicales, donc à l'ouverture du secret médical, qu'est-ce qu'on fait? Qui vous demande ça? Et les complémentaires santé en dentisterie, c'est un domaine que je connais très bien, vous l'avez compris, conditionnent maintenant de plus en plus le remboursement des convives à la transmission des données médicales. Et ça, c'est lié probablement à l'établissement de l'adéquation entre les travaux qui vous sont proposés, enfin, le devis qui est proposé, et la somme qui va être demandée. C'est un aspect purement financier, c'est pas pour avoir accès à vos données médicales, c'est pour contrôler l'adéquation entre le devis et la somme qui vous est demandée. J'entends bien, mais je parlais de glissement tout à l'heure, c'est tout à fait ça. C'est petit à petit, on grignote sur le secret médical. Ça, c'est des données qui ont toujours été, je pense, qui ont toujours permis de contrôler, en fait. Parce que quelque chose dont je n'ai pas parlé, quelque chose dont j'ai pas parlé, c'est le rôle des complémentaires santé, c'est la part, hein, je suis assez d'accord avec vous. Mais en tout cas, les institutions et l'administration de la santé a la capacité de passer un peu au-dessus de l'ensemble de ces principes dont je vous ai parlé, pour des raisons qui peuvent être de cohérence, de vérification,
de contrôle de l'activité du professionnel de santé, etc. Mais là, ça se fait toujours sous couvert d'anonymat. On n'est pas dans le cadre de ce que vous avez, dans le cadre pardon, de ce que vous avez. Moi, je ne suis pas au courant de ces pratiques. Elles ne me choquent pas tant parce que effectivement, on est dans un cadre qui est acceptable. Après, si glissement il y a, effectivement, il faudra. Il y a monsieur qui nous montre la montre là-haut. Oui. Oui, je crois qu'il faut qu'on... Je crois que c'était la dernière question. Merci beaucoup.